Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Récits d'innovation sociale, le podcast qu'on a lancé avec Ether pour finalement découvrir un peu les champs de transformation profonde de l'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Castagnet qui dirige l'agence Concepto, qui est finalement une agence spécialisée en obscurité et en lumière. Et j'aimerais d'abord, pour commencer, Sarah, que tu te présentes et que tu présentes Concepto. Très bien, bonjour. Donc, je suis Sarah Castagnet. Je suis conceptrice lumière et avec une formation de plasticienne au départ. Et voilà, j'ai rencontré Concepto en 1995. Donc, je ne dirigeais pas Concepto à cette époque-là, puisque je sortais de mes études. C'est ça, elle a été fondée par Roger Narboni. C'est ça, Roger Narboni. Un précurseur de la conception lumière, puisque c'est un métier qui est né dans les années 80, en fait. Donc, Concepto a été créé en 1988. Et moi, j'ai intégré cette boîte dans les années 90 et début 2000. J'y suis restée et c'est là que j'ai appris le métier. J'ai quitté Concepto pour faire mon chemin. Et puis après, j'ai retrouvé Concepto et maintenant, effectivement, j'ai repris l'agence parce que Roger est parti pour de nouvelles aventures. Voilà, de vie. tout à fait. D'accord. Alors, on fait de la conception lumière. C'est un métier qui est peu connu. C'est ça. Justement, parlons-en de la conception lumière. Nous, on le connaît évidemment puisqu'on a la chance de travailler avec vous, mais vous n'êtes pas... comme tu le sais, les seuls en conception lumière que nous avons la chance d'accompagner. Mais c'est un métier finalement où il n'y a pas à proprement parler de formation. Comment tu es arrivé à la conception lumière et comment Roger Narboni aussi est arrivé à la conception lumière et qu'est-ce que ça veut dire la conception lumière ? Oui, effectivement, en France, même encore maintenant, il n'y a pas de formation pour être concepteur lumière. Et c'est finalement un handicap quand même dans le métier pour se faire reconnaître. Mais c'est aussi un atout parce qu'on a tous les concepteurs lumière de France ont des formations différentes et un background différent, donc des approches différentes et complémentaires. Et je pense que c'est une richesse. Donc voilà, et donc moi je faisais des études d'art plastique et de mise en espace, ça s'appelle design d'espace maintenant, les choses sont un peu précisées comme ça, et je me suis intéressée à l'espace muséal, et donc effectivement la lumière fait partie de la mise en espace des objets d'art, et j'ai fait un mémoire sur comment la lumière pouvait prolonger un geste artistique d'une œuvre, que ce soit un tableau ou une sculpture. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à la lumière. Et donc, j'ai creusé et je suis tombée sur Roger Narboni, qui faisait beaucoup d'interventions dans des écoles, dans des colloques. Il avait même peut-être déjà, dans les débuts des années 90, écrit déjà des premiers livres. Et donc, du coup, voilà, mon chemin l'a croisé. Et puis, je me suis dit que c'était un super métier. Et comme je me cherchais un peu en tant que... Enfin, c'est vrai que quand on est étudiant, on fait des études, mais on ne sait pas encore quel métier on va faire pour beaucoup d'étudiants. Oui, surtout en design, je pense. C'est très ouvert. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de choix. Et donc, tu te proposes pour travailler avec lui, pour faire un stage ? Comment ça se passe ? Ah, carrément, ouais. Je me propose pour faire un stage non rémunéré parce que j'avais même pas de structure qui pouvait être garante. Donc, on a trouvé des astuces. Et puis, finalement, il m'a gardée. Il m'a gardée pendant quasiment 10 ans. C'est ça. J'ai bien fait de m'accrocher un peu au début parce que des fois, il faut provoquer quand on a des envies, des belles rencontres. Il faut se dire, il faut se donner les moyens. Et voilà. Et là, c'était vraiment assez chouette de découvrir ce métier-là. Alors, ce métier, finalement, il est assez large à Concepto. Concepto est connu et reconnu pour l'urbanisme lumière, parce que vraiment c'est ça qui nous a construit, des méthodes de schéma directeur d'aménagement lumière que Roger a structuré, a mis en place avec d'autres concepteurs lumière, mais il a été vraiment moteur dans cette idée-là. Et donc, du coup, il y avait toute cette partie urbaine, en fait. L'urbanisme lumière, c'est appliquer la lumière à la ville et fabriquer la ville, penser la ville avec la lumière. Et donc, c'est et donc, on fait des études de stratégie lumière. Et puis aussi, on fait des études de maîtrise d'œuvre.
Donc, on accompagne des paysagistes, des architectes dans des aménagements. Et puis, dans les années 80-90, on appelait les concepteurs lumière aussi pour mettre en lumière, embellir avec la lumière des monuments historiques, du patrimoine. Et donc, du coup, on avait vraiment ces deux casquettes, à la fois utiliser la lumière pour valoriser des bâtiments, même l'intérieur de certains bâtiments, c'est intérieur-extérieur. Et puis, en même temps, utiliser la lumière pour penser la ville vers un urbanisme, finalement, différent, qui permette de structurer, en fait, et d'hiérarchiser les voies de circulation, les places, les espaces publics avec la lumière. Et finalement, vivre autrement la ville. Oui, et vivre la ville la nuit, parce la que nuit aussi. oui, en fait, dans les aménagements urbains et même architecturaux, la nuit ou les périodes où il n'y a pas de lumière naturelle, c'est souvent un impensé, en fait. On parle beaucoup d'aménagement urbain, mais on pense jour, on pense pas nuit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui n'est pas encore tout à fait intégré chez les maîtres d'ouvrage. Très intéressant. Et donc, toi, tu vas faire tes propres expériences, ta propre aventure de vie, et puis tu reviens quand, finalement, chez Concepto? Et quand est-ce que tu prends la main? Je reviens en 2018, après avoir créé mon agence de conception lumière qui s'appelait Luminosité, qui était une petite agence. Et puis, je pense que Roger avait envie de donner la main aussi pour pouvoir transmettre. Oui. Et puis, on s'est vu, on a bu un verre et puis on a discuté. Et puis finalement, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on s'est pas foutu la pression. On s'est dit, on va étudier ça et voir si c'est possible. Et effectivement, ça m'a donné envie. En fait, j'avais envie de changer de dimension, je crois. Et parce que c'est vrai qu'avoir une toute petite structure, on a vraiment les mains dans le cambouis, comme on dit. Et donc, j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. Et puis j'avais pas forcément envie de gros projets, de beaucoup de projets, mais j'avais envie un peu d'une équipe, de structurer des choses. Et j'avais envie penser à plusieurs aussi. Ouais, c'est ça. Sûr. Et aujourd'hui, c'est combien de personnes, Concepto? Alors, on est 10. Donc, c'est une taille d'agence moyenne. Enfin, il y a des agences de conception lumière où ils sont un petit peu plus nombreux, même carrément plus nombreux. Mais c'est pas des grosses agences. Et puis, la plupart des agences de conception lumière s'aménagent autour d'une personne ou de 2 personnes. Donc, c'est plutôt des petites structures. Donc là, nous, on est une structure moyenne et c'est assez bien. 10 personnes, c'est bien. Ça commence effectivement à réfléchir différemment. Et donc, ce que je comprends, c'est que donc tu reprends quand la main? Quand est-ce que En 2018. À 2018, c'est parce que tu es revenu et tu as tout de suite repris. Ouais, en fait, on a fait une fusion-absorption. Et tu as tout de suite pris la direction des projets. Et il est parti progressivement. Il est parti progressivement et un peu plus. Alors en fait, avec une temporalité un petit peu plus longue que ce qui était prévu. D'accord. Mais ça, c'était finalement nécessaire. Enfin, moi, je suis quelqu'un de lent, et donc j'ai besoin aussi de temps. Et avec le Covid, en fait, le Covid a fait qu'il y a eu un ralentissement, mais c'était bien. Et puis surtout, on a collaboré et travaillé ensemble pendant 5 ans, et il m'a transmis beaucoup de choses pendant cette période-là. Et ça m'a permis de réfléchir, de me révéler. Et c'était extrêmement enrichissant pour moi. Et sans doute indispensable. Et donc, vous êtes toujours une agence évidemment créative, puisque vous réfléchissez l'urbanisme, la lumière au sein des problématiques d'urbanisme. Mais, et ça c'est sous notre impulsion et à nos côtés depuis quelque temps, vous êtes devenu un vrai laboratoire de recherche. Est-ce que ce passage-là, tu peux nous en parler, savoir ce qui s'est passé, comment tu t'es rendu compte que en fait vous faisiez de la recherche et comment tu en es arrivé à finalement créer un véritable laboratoire, ce qui existe aujourd'hui chez Concepto? Alors oui, pour moi ça a été génial en fait. Franchement, merci. C'est fabuleux. En fait, ça m'a permis j'ai compris que la notion d'état de l'art, pourtant je suis allée à la fac, j'ai fait des études, mais on parle de ça, état de l'art, quand on cherche Mais j'avais pas réalisé en fait que nous participions, nous faisions avancer l'état de l'art dans certains domaines. Et peut-être parce que c'est
plus facile avec l'urbanisme, parce que l'urbanisme est une vraie science sociale, l'urbanisme nocturne. Puis ça inclut de la sociologie, ça inclut tous des comportements humains qui sont très importants. Ouais. Et on sait que la lumière joue sur les états dépressifs, les états de joie, d'anxiété. Donc, évidemment, j'imagine que ça va bien plus loin que l'urbanisme, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, j'ai réalisé que on partait, quand on faisait des projets, depuis la création de Concepto, donc ça vient pas de moi aussi, ça vient de Roger. Il y a une réflexion et le besoin, l'envie de pousser les curseurs, de faire avancer les choses. Et donc il y a toute une partie de notre travail, c'est de la recherche. Et j'ai vraiment réalisé ça. En vous rencontrant, je ne savais pas qu'on faisait ça. Puis, ce n'était pas structuré. C'était pas parce pensé. qu'en plus, sur la recherche en sciences humaines, et c'est vraiment le sujet, et c'est ce dont on va parler, c'est toujours un peu à la frontière, surtout quand on est créatif, puisqu'on a toujours l'impression qu'effectivement, on pousse les limites. Mais c'est un peu la même chose d'ailleurs dans les sciences dures. Hein. Quand tu vas chercher à aller plus loin en physique ou en mathématiques ou en chimie, tu pousses aussi les limites. C'est la même chose, mais sur des sujets scientifiques différents. Mais là, comme vous êtes des créatifs de base, vous n'aviez pas forcément le sentiment de faire de la recherche. C'était plus empirique. Donc, qu'est-ce que ça a changé de s'en rendre compte, finalement ? Alors, ça a changé que maintenant, les projets, pour moi, la vision que j'en ai, c'est des expérimentations. Donc, évidemment, tous ne le sont pas, parce que quelquefois, le sujet, le maître d'ouvrage, l'équipe ne s'y prête pas. Mais on a des sujets d'expérimentation. Et on y est on les change pas. Enfin, c'est vraiment des sujets qu'on porte depuis maintenant 3 ans et qu'on pousse et qu'on expérimente et sur lesquels on avance et sur lesquels on a des résultats. Et ça, c'est très très satisfaisant parce que en fait, il y a une espèce d'intuition quand on fait du projet. On a des intuitions et puis ça s'arrêtait un petit peu là. Après, ce qui manque, c'est tout l'après-projet. Parce qu'en fait, dans le schéma d'études ou de maîtrise d'œuvre, on travaille sur un sujet ou sur un projet, et puis après, à un moment donné, ça s'arrête. Les mesures d'impact. Voilà. Je vois. Et donc, et ça, on va revenir là-dessus. Ouais, j'essaie de le faire. J'essaie de trouver les moyens de le faire, parce qu'évidemment, on peut pas. Enfin, si je m'écoutais, je pourrais passer mon temps à étudier, à rechercher. Mais déjà, on va essayer de concrètement un peu comprendre comment ça se passe, hein, parce que déjà ton métier, donc il y a différents types d'interlocuteurs. Oui. Raconte-nous un peu, donc il y a le maître d'ouvrage, raconte-nous un peu quels sont les interlocuteurs, quels sont leurs rôles et comment ça se passe sur un projet précis que tu peux choisir d'ailleurs pour que les gens puissent se projeter dans le projet. D'accord. Une ville, un lieu, comme tu veux. Oui. Alors le sujet qui est un petit peu d'actualité parce que on a des prix, c'est les espaces publics du village olympique sur lequel on a travaillé, qui est en train de se transformer en espace public, en ZAC. C'est un quartier en fait, hein, qui a pendant le temps des Jeux a servi de village olympique et maintenant sert d'espace public avec des habitations. Donc c'est Concepto qui a été choisi pour tout. Alors raconte-nous. Exactement, mais là c'est le maître d'ouvrage, donc la Solideo qui a été créée pour s'occuper de toutes les infrastructures liées aux Jeux olympiques, a écrit un programme qui s'insère dans un territoire. Donc elle s'est servie aussi de volonté du territoire dans lequel est implanté le village olympique, a écrit un programme avec des ambitions. Et c'est ce type de programme, souvent les ambitions sont fortes. Alors il faut s'en saisir en fait, parce que c'est le moment ou jamais. Ah bah oui, de pousser les limites. S'il n'y a pas d'ambition dans un programme au départ, en fait nous les sujets, les projets, ils auront moins d'ambition aussi. C'est sûr. Moins d'envergure aussi. Moins d'envergure plutôt. Sûr, voilà. Il peut y avoir l'ambition, mais en tout cas l'envergure n'est pas là. Et donc du coup, donc c'est un maître d'ouvrage qui est choisi un programme et qui demande que dans le programme il y ait un spécialiste de l'éclairage qui soit intégré à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va s'occuper de dessiner les espaces publics autour de ces immeubles qui créent ce village olympique qui devient maintenant un quartier. Et voilà, donc il y a un paysagiste, des bureaux d'études techniques, tout un tas de métiers différents. Il y a même des écologues, des designers, des bureaux d'études techniques et enfin vraiment beaucoup d'intervenants. Beaucoup d'intervenants. Et donc on a été identifié par un paysagiste et un bureau d'études, donc l'agence TED,
Terre et l'agence Aegis, qui nous ont demandé de les rejoindre. Et donc, on a fait un appel d'offres, on a passé un oral, et l'équipe a été choisie. Et donc, à partir de là, l'équipe a un contrat avec une temporalité de réalisation. Puis là, en plus, elle était vraiment très claire, cette temporalité. Pour le moins. Voilà. Et il a fallu qu'on dessine, qu'on conçoive, qu'on dessine, qu'on suive les travaux. Après, c'est une entreprise, c'est pas nous qui faisons les travaux, évidemment. C'est une entreprise spécialisée. Et ensuite, après, ça donne une réalisation. Bien sûr. Vous mettez pas vous branchez pas dans les lumières dans les prises, mais c'est vous qui dites ce qu'il faut. Oui. Et où précisément. Exactement. Et plus que ça, parce que c'est vrai que la lumière, ça peut être juste de l'éclairagisme. Le travail d'un éclairagiste. Oui, c'est la lumière naturelle aussi, bien sûr. Donc l'éclairagiste, il va faire un projet d'éclairage, une étude qui va mesurer, mais le concepteur lumière, il va un petit peu plus loin. Il a un concept. Il applique, il fait plus le travail d'un architecte ou d'un paysagiste. Il va appliquer, il va concevoir, il va penser au résultat final, mais dans le but d'accompagner un certain nombre de choses. Et voilà. Et donc, dans ce projet-là, on s'est dit, on a la chance d'être choisi. Il y a un programme ambitieux. Et au même moment, sur le territoire de Plaine Commune, parce que c'est sur les villes de Saint-Denis et Saint-Ouen, ça fait partie d'une communauté de communes. D'accord. Il y avait cette ambition aussi, on faisait le schéma directeur d'aménagement lumière de ce territoire-là. Donc, on réfléchissait à la stratégie lumière de ce territoire-là. Donc là, je me suis dit que tout était réuni, en fait, pour qu'on y mette finalement les dernières innovations lumière qu'on voulait porter. Et donc, du coup... Sujet sur lequel vous aviez effectivement fait beaucoup de recherches. Exactement. Alors, parlons-en. C'est quoi ces sujets? Donc, évidemment, il y a tout un travail aussi sur l'obscurité. Exactement. Je te laisse en parler mieux que moi, parce que moi, je ne connais que les mots. Exactement. Alors, c'est drôle pour un concepteur lumière de travailler sur l'obscurité. C'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Mais effectivement, c'est vraiment toute l'évolution de l'urbanisme lumière, qui est née de l'urbanisme lumière, de mettre en valeur des objets dans la ville, dans les années 80. Et puis après, c'est l'évolution en fait sociale et sociétale qui s'est transformée, les économies d'énergie, la ville qui s'organise autrement et plus autour des flux routiers, mais autour des flux piétons, vélos, etc. Et puis cette notion de consommation énergétique, de bilan de carbone, et puis aussi cette découverte terrible que la pollution lumineuse engendre une perte grave de la biodiversité. Et donc, tous ces paramètres ont fait que, du coup, il faut introduire cette notion d'obscurité dans les projets d'éclairage urbain. Voilà. Et donc, on n'est pas les seuls à faire ça. C'est une démarche vraiment collective. Sociétale et environnementale. Mais quand même, là encore, je reparle de Roger Narboni. En 2012, Concepto a fait la première tram noire en France dans la ville de Rennes. Et donc, on a utilisé un terme, parce qu'il existait les trams vertes et bleues qui sont des outils stratégiques d'urbanisme, en fait, pour construire les territoires à travers une trame paysagère qui permette de maintenir la diffusion de la biodiversité sur les territoires. Et donc, du coup, en travaillant sur la ville de Rennes, qui était très, très verte autour de Rennes, c'est extrêmement vert, on a peut-être intuitivement utilisé ce mot tram noir et appliqué à cette ville. Et du coup, depuis, Concepto a réalisé une 50aine de trams noirs, mais qui n'étaient pas encore officialisés. Maintenant, c'est un outil d'urbanisme et d'écologie qui est utilisé par les écologues. Et du coup, nous, on a réinventé, en fait, c'est marrant, parce qu'on a inventé une première fois, puis maintenant, on a réinventé une autre façon de faire des trams noirs qu'on a appelé tram noir à vivre. Et ça, ce travail-là, il a été fait grâce au travail de recherche. Mis en œuvre au sein de l'agence. Voilà. Et puis, la prise de conscience. Alors, qu'est-ce que ça change pour l'agence, finalement? Puisque vous êtes des créatifs, vous êtes aussi des techniciens,
Oui. Il y a une dimension technique liée à la lumière, mais comme on l'entend, liée à bien d'autres choses, la biodiversité, etc. Donc, vous êtes quand même obligé de vous poser des questions sur des sujets divers, et aussi, finalement, l'impact sur la société et les humains. Mais qu'est-ce que ça transforme dans l'agence que de réaliser qu'on a aussi une part de recherche, qu'on arrive à dépasser finalement l'état de l'art, à aller au-delà de ce qui est prévu par la littérature scientifique. Et qu'est-ce que ça change pour vous, en tant qu'agence, et puis pour les équipes aussi? Ouais. Je crois qu'on a tous besoin de trouver un sens à ce qu'on fait. On a tous besoin de ne pas faire la même chose parce que sinon on s'ennuie. Et je crois que le métier de la conception lumière est un métier nouveau, donc il y a plein de choses à inventer pour lui donner de l'épaisseur, pour lui donner de la valeur, et donc on est dans cette effervescence-là. Et donc je pense que ça solidifie, enfin en fait, faire un zoom arrière et regarder ce qu'on fait, le décrypter d'une manière différente, plutôt que de passer d'un projet à un autre. Et puis finalement, on reproduit des choses quand on fait des projets, mais dans la démarche scientifique aussi, on reproduit des choses. Bien sûr. Mais là, on les reproduit en réfléchissant, en pensant, on apporte... Et puis, on essaie de dépasser... En fait, la démarche scientifique, juste pour accompagner ton propos, c'est de dépasser certains verrous, donc des difficultés qu'on n'a pas réussi à dépasser jusqu'à maintenant ou qu'on n'a pas été contraint de dépasser. Parce que c'est ça, en fait. Et quand tu parles tout à l'heure du village olympique, dont on pourrait discuter d'ailleurs un instant, je suppose que c'est en ça que ça a été particulier, quand tu parles d'ambition du projet, et ensuite d'envergure du projet, c'est qu'effectivement, on nous a laissé suffisamment d'espace pour aller dépasser des limites qu'on n'avait pas encore dépassées et qui font que le projet devient finalement extraordinaire à ce moment de l'histoire. À notre moment de l'histoire, évidemment, c'est différent puisque c'est devenu commun. Comme pour la trame noire, au départ, c'est potentiellement extraordinaire et puis ensuite, comme tu le dis, il y a plus de 50 projets, etc. Maintenant, ça devient presque une nouvelle norme. Donc, c'est toujours comme ça, le travail de la recherche. Donc, ces difficultés-là, aujourd'hui, vous arrivez à les isoler, vous arrivez à comprendre ce que vous êtes en train de faire. C'est, finalement, vous décortiquez un peu aussi votre réflexion artistique et empirique. En fait, on passe notre temps à essayer de convaincre, quand même, et à se convaincre aussi. Les deux sont très, très liés. Et c'est pour ça que ce projet, on a réussi à porter dans ce projet-là non seulement la trame noire à vivre, mais aussi le réemploi. C'est un de nos sujets de recherche aussi. Et du coup, c'est parce que c'était ce projet qu'on a réussi à le porter, à le défendre. Mais il a fallu convaincre. Toujours, ça. Vraiment convaincre. Et puis, convaincre que ça valait le coup d'essayer aussi. Les élus, finalement, c'est une vitrine, un projet comme ça. Et donc, du coup, maintenant, on s'est aussi convaincu que c'était possible, nous. Enfin, c'est vraiment un truc de... Je sais pas. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Et ça donne une émulation, ça donne un sens à ce qu'on fait. Et puis, on garde cette notion-là, on l'a peu évoquée là, mais on est au départ, effectivement, tu parles on est créatif, on utilise la lumière comme un matériau de création, et vraiment, on utilise toutes les matérialités de la lumière, comment elle peut changer les matières, comment elle peut avoir une influence. Ça, c'est vraiment, c'est le cœur de notre boulot, et on continue à le faire, même si on travaille sur la trame noire et le réemploi, parce que là, ça pourrait... On a l'impression que ça n'a pas de rapport avec l'éclairage, mais si, en fait. Comment on peut... Justement, on est obligé de faire de la belle lumière quand il n'y en a pas beaucoup. Tout à fait. Non, mais ça, c'est moi, je vois très bien le lien. tu me convaincs. Voilà. Non, mais c'est évidemment... tout est lié. Et dans la recherche, c'est des petites choses, finalement, sur lesquelles vous allez pousser des curseurs. Et comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de chercher. Et on ne trouve pas à tous les coups, mais en tout cas, on cherche. Et effectivement, vous pouvez aussi vous tromper. Et se tromper, c'est quoi? Ça veut dire, finalement, ce que vous avez vendu, ou du moins proposé comme étant une alternative, n'a pas les résultats que vous espériez.
Oui. Quand elle les a, voire qu'elle les dépasse, alors là, on sait que c'est un succès. Mais ce n'est pas une obligation de réussir à chaque fois. Si on veut trouver des choses extraordinaires, comme pour un vaccin, il faut bien, de temps en temps, pousser les limites de ce qu'on doit, enfin, ce qu'on ferait sans ça. C'est comme ça qu'on a eu l'automobile, c'est comme ça qu'on a... Toutes les innovations viennent d'un curseur qu'on pousse un tout petit peu plus loin. Donc, je suppose qu'effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, des fois, vous manquez un petit peu de retour sur les effets, l'impact effectif de vos recherches, de vos travaux, de ce que vous avez réussi à mettre en œuvre. Mais la meilleure preuve que vous ayez que ça fonctionne, c'est que c'est reproduit ailleurs. Oui, alors il y a 2 preuves. Oui, c'est reproduit ailleurs parce que maintenant, c'est des méthodes qu'on applique à tous nos projets. Ou ceux qui sont plus ouverts, enfin voilà, des fois ça s'y prête pas. Donc ça, voilà, il y a une dynamique et puis du coup on devient meilleur et nous on établit vraiment des méthodes internes aussi pour appliquer, pour perdre moins de temps, pour cadrer, et puis surtout c'est ce retour. Moi, j'ai pas encore réussi à comprendre. On a eu, je crois, 8 ou 9 prix pour le village olympique parce qu'on a postulé. Parce que ça aussi, c'est le fait de se sentir solide pour postuler à des prix, et c'est des prix internationaux sur lesquels on postule, il faut argumenter. Et on ne peut pas argumenter si on n'a pas... Enfin, moi, là, vraiment, ça m'a aidé, ça m'aide. C'est très intéressant, ça, en termes de retour direct sur investissement. Ouais. C'est que le fait d'avoir une démarche scientifique est... un atout, un actif dans l'entreprise. Ça, j'arrête pas de le répéter. Donc là, tu me donnes une opportunité encore de le redire. C'est que, en fait, la démarche scientifique, c'est une méthodologie qui, effectivement, transforme vos travaux intuitifs, empiriques, en véritables actifs de l'entreprise. D'accord. Et donc, vous documentez tout ça, donc vous le conservez, et ce qui permet, effectivement, de demander des prix, d'avoir une vraie politique RSE, digne de ce nom, et de pouvoir le faire valoir auprès de nombreux acteurs aujourd'hui sont extrêmement demandeurs de politique RSE pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc là, c'est très intéressant parce que, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que vous avez des prix. C'est précisément parce que vous êtes en capacité de l'expliquer dans tout le processus. Bah oui, puis alors ces prix-là, on en a eu en Chine. On en a eu aux États-Unis. Je ne savais pas. Félicitations. Si. On a eu en Europe. Il y a des entités européennes. Et puis en France. Et en France, on a eu 2 prix qui ne sont pas des prix Lumière. Parce qu'autant les autres que je viens d'énumérer, c'est des prix dans le milieu de la conception Lumière. Et on a eu un prix pour le réemploi, l'économie circulaire. Génial. Donc toujours au village olympique. Tu vois, on parle de RSE. Et un prix pour la trame noire. Donc un prix d'aménagement urbain pour la trame noire. Donc c'était pas du tout un prix lumière en fait, en quelque sorte. Et donc du coup, j'arrive pas encore à saisir pourquoi ça, pourquoi ces idées-là, en fait, comment dire, ont capté ces prix. Il y a des jurys et il y a des prix qu'on a eu à l'unanimité. Alors, voilà. Et tu sais pas pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais si tu sais pourquoi, ça. Mais, je sais pas. Toujours l'humilité. Non, mais en Chine, en Chine, je sais pas pourquoi. Non, mais je pense qu'il y a effectivement, tu l'as dit, un vrai travail derrière, mais une capacité et une confiance pour expliquer le chemin parcouru. Parce que, en fait, quand on est tous intuitifs, enfin, pas tous hyper intuitif, mais tout le monde a l'intuition, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand on ne sait pas exactement pourquoi on ressent telle ou telle chose, eh bien du coup, beaucoup d'entre nous ne vont pas se sentir autorisés à exprimer leur idée. Vous, ce que vous avez fait, c'est que derrière une intuition, vous avez bâti un raisonnement scientifique. Exactement. Et donc, effectivement, la confiance vous permet. Alors ça doit être extrêmement valorisant aussi, puisque je voulais revenir à mon sujet tout à l'heure, pour les équipes. Oui, je n'ai pas parlé des équipes. Non, mais voilà, c'est pas grave, je voulais revenir. En fait, oui, c'est ça, c'est que ça donne un sens. En fait, je discutais ce matin avec une partie de l'équipe et ce côté un peu, du coup, le mot militant est souvent mal interprété, mais en fait, on a nos sujets qu'on défend. Et qu'on défend à travers tous nos projets, et nos valeurs qu'on défend à travers tous nos projets. Et ça fédère en fait une équipe.
faut qu'elle soit d'accord avec ses valeurs, avec ses sujets. Mais bon, on a des personnes à Concepto qui sont là depuis longtemps, voire très longtemps. Et donc, du coup, voilà, ça nous donne pas une identité, parce que ça, c'est pas... Si, une identité d'agence, d'entreprise. Vous êtes choisi pour ces valeurs-là. Ouais. Enfin, je suppose. Oui. Oui, donc il y a une forme d'identité quand même. Ouais. Oui. Alors après, individuellement, vous gardez vos identités, mais quand vous travaillez collectivement pour un projet, tout le monde sait comment ça va se déployer. Et donc l'équipe aujourd'hui, elle est constituée de quel type de personnes? Depuis quand? Comment ça fonctionne chez toi? Alors, on est une dizaine. On vient tous d'horizons différents. Et c'est ce qui fait aussi la richesse, puisqu'il n'y a pas de formation de conception lumière. Donc, on a une personne ingénieure, des plasticiens, designers, paysagistes, architectes, urbanistes. Voilà. Donc des métiers qui sont quand même très techniques, chacun dans leur domaine. Exactement. Et puis, alors, quand une personne arrive à l'agence, elle connaît, souvent ça passe par un stage. On repère des personnes comme ça, on les garde, on leur propose et on les forme en fait. Voilà. C'est ça. Et c'est ça qui... Aujourd'hui, vous êtes combien de concepteurs lumière en France déjà? En personne ou en agence? En agence, oui. Bon, il y a une centaine d'agences. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais, je pense. Alors, on est réunis autour d'une association vraiment qui nous fédère, qui est l'association des concepteurs lumière et éclairagistes, qui s'appelle ACE. Qui existe aussi depuis les années début des années 90. D'accord. La CE fête ses 30 ans là, cette année. C'est marrant parce que moi je suis dans une association d'avocats qui s'appelle aussi la CE, donc tu vois, on a un point commun. Ah, c'est marrant. Ça n'a rien à voir, c'est avocat conseil d'entreprise, tu vois. Oui, voilà. C'est drôle. Et donc tous les concepteurs lumière ne font pas partie de la CE, parce qu'après c'est un choix d'adhérer à une association quand on est professionnel. Et puis mais je dirais que il y a à peu près une centaine d'agences de conception lumière. D'accord. Et quand vous êtes... Alors donc, pour revenir sur cette histoire de sens et d'équipe, qu'est-ce que ça vous a apporté dès lors, au-delà des prix, parce que ça c'est fondamental, en interne, comment c'est vécu, comment c'est ressenti, cette ambition finalement, et l'ambition elle était là avant, mais je dirais plutôt cette prise de conscience qu'on dépasse l'état de l'art et qu'on pousse les limites de la recherche dans les sciences qui sont les vôtres. Alors, en fait, à Concepto, comme on l'a toujours fait, en fait, on avait cette démarche avant, mais on ne savait pas y mettre des mots, et puis on ne savait pas y mettre un temps aussi. Dire, voilà, là, je suis en train de faire ça, je travaille sur un projet, mais je sors un peu de mon cadre. Parce que c'est ça, on sort du cadre du projet. Exactement. Hein, et finalement, je passe du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et oh là là, faut que je retourne dans le cadre de mon projet, parce que finalement, on est dans une économie aussi. On est une agence, enfin, faut que ça fonctionne. On a un équilibre économique à tenir. On a des honoraires qui se convertissent en temps passé. Enfin, voilà, c'est... Et là, le fait de se dire, je suis sortie du cadre de mon projet, il faut en être conscient, toujours, je suis sortie du cadre de mon projet, mais parce que je travaille sur la recherche et développement, et que ça va nous servir à l'agence, on va le capitaliser. Quand je dis capitaliser, c'est pas au sens économique du terme. Oui, on crée un actif, non mais c'est ça, c'est tout à fait juste. Et on va capitaliser et donc là, du coup, il faut que ça, voilà. Donc on construit les choses comme ça, avec ces petits bouts de temps où on sort du cadre du projet et on l'assume, parce qu'avant on l'assumait pas de sortir du cadre du projet. Très bien. On l'assumait. Puis je pense que, enfin, à Concepto, toute l'équipe, on a besoin aussi de réflexion et de sens. Donc, c'est une façon aussi d'essayer de réfléchir à quelque chose et de passer du temps à réfléchir à quelque chose. Et ce temps, il est nécessaire, en fait. Je disais, je suis lente et tout, mais je pense que le temps est vraiment nécessaire. Les idées, elles peuvent venir très vite, mais elles peuvent aussi finalement être quelque part
je sais pas où d'ailleurs, dans l'espace. Et puis c'est parce qu'on a réfléchi tout ce temps-là que tout d'un coup, clac, il y a quelque chose qui se passe. L'idée, elle a l'air d'être rapide à venir. Enfin, moi, ça marche comme ça chez moi, mais en fait, c'est parce que ça fait 2 ans que j'ai ça dans un petit coin de ma tête et que ça mature et que voilà. Et donc, il faut. C'est sûr. Et toute l'équipe participe à la fois donc du travail sur les projets et de ce temps de recherche et finalement de compréhension différente de votre art, de votre Oui, je dirais de façon différente, selon l'expérience des personnes de l'équipe. Mais je les encourage aussi. On a cette volonté de faire des conférences. Donc, ça veut dire de travailler sur parce que quand on construit une conférence, même si c'est assez court, en fait, le temps d'une conférence, mais n'empêche que c'est un travail construit. Et donc, voilà. Donc, du coup, il y a cette démarche-là de faire des conférences ou finalement de prendre plusieurs projets, de se dire tiens, il y a un sujet commun, donc on va créer un dossier, on va mettre des documents à cet endroit-là, sur cette thématique-là, qui est une thématique transversale qu'on retrouve dans plusieurs projets. Et puis voilà, donc ça veut dire qu'on finalement on rassemble un savoir. Oui, donc ça, c'est une démarche. Et il y a une vraie conscience finalement de tenter d'innover socialement, sociétalement, environnementalement aussi, d'un certain point de vue. Oui, alors, les sujets qui nous touchent et qui nous animent sont des sujets à la fois innovants et de développement durable. C'est ça. Je pense que ça marque une génération aussi. C'est comme ça aussi qu'on arrive à intéresser les jeunes, parce qu'il faut des jeunes dans une agence. Enfin, faut qu'il y ait tous les âges. On peut pas. Et tu sens vraiment que c'est un besoin dans cette. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que tu parlais de sens, c'est finalement le sens, il est là. Ouais. C'est leur dire, au-delà de faire votre métier, vous avez un petit impact à votre niveau sur la société au sens large. Ouais, ça c'est important. Ça c'est important, tu le ressens vraiment? Ouais, je le ressens. Ah oui, c'est clair. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pas lié à un métier, hein, c'est vraiment... on peut tous l'avoir, hein, cet impact, parce que je suppose qu'il y a plein d'agences de conception lumière qui ne travaillent pas forcément de la même façon. Enfin, j'en sais rien en fait. Alors après, en fait, on parle peu de... Oui, on parle peu entre confrères. Oui, entre confrères, en fait, on est à la fois fédérés autour de cette association, la CE. On se connaît, c'est un milieu qui est plutôt sympa, où on est ouvert les uns les autres. On a des discussions, des fois même on travaille ensemble, on partage des choses sur des projets. Mais en même temps, on est concurrents, donc faut trouver aussi le biais qui va faire que c'est pour ça aussi l'innovation, on est poussé par ça en fait. Bien sûr. La concurrence crée l'innovation, ça c'est certain. Essayer de trouver une autre approche, une approche différente, quelque chose qui soit différenciant, qui fasse que on nous appelle nous et pas notre confrère, même si on l'aime beaucoup. Parce que vous, comme tu disais tout à l'heure, vous avez tous vos valeurs et vos points sur lesquels vous allez plus appuyer que d'autres, donc. Et moi, je pense que ça nous a donné de la force de faire de la recherche et du développement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'agences de conception lumière qui le font. Je sais qu'il y en a une autre, et je la remercie d'ailleurs. Il faut vraiment que... Mais oui, bien sûr, moi aussi, je le sais. Mais oui, non, c'est sûr. Mais après, ça va être très différent. Chacun, effectivement, peut le faire à sa façon et sur des sujets distincts. Mais comme tu disais, c'est ce qui aussi crée une identité d'entreprise. Donc là, on est complètement d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça c'est vraiment nouveau, puisque tout ce que tu me dis, je l'ignorais, bien qu'on se soit parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais cette force que ça vous donne, notamment sur ces histoires de prix et de reconnaissance de votre travail, donc finalement votre capacité à aussi décrypter le chemin qui vous a amené à faire ces choix, qui sont donc reconnus à minima comme audacieux dans un premier temps. Ça, c'est quand même très intéressant et c'est une belle confiance collective qui vous est proposée. Ah oui. Et puis, il n'y a pas que ces prix, il y a aussi... je me rends compte, on a eu la chance de participer à un grand dialogue compétitif européen qui s'appelle les quartiers de demain, lancé par le gouvernement. Donc, c'est un concours sur 10 villes en France. Il y a 3 équipes par ville qui sont en concours
avec des paysagistes, architectes, et puis vraiment des super équipes et tout. On est les seuls concepteurs lumière sur un des projets à être officiellement dans la compétition. Parce que la compétence n'était pas demandée. Mais non seulement elle n'était pas demandée, mais en plus, il n'y a pas beaucoup de paysagistes et architectes qui ont pensé à la conception lumière. À la conception lumière. Et donc, du coup, on a une place dans ce dialogue compétitif assez privilégié, finalement, parce qu'on est les seuls concepteurs lumière. Donc, du coup, on nous a auditionnés pour justement transmettre un certain nombre de savoirs. Et ça a eu un impact. Je me suis rendu compte que ça a eu un impact sur des personnes du JPEPO, qui est cette organisation-là. J'ai rien inventé de plus que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans, parce que finalement, le truc se construit, mais le discours est plus solide. Mais c'était pas des idées nouvelles que j'ai eues pour ce dialogue compétitif et cette compétition internationale. Mais il y a eu une grande écoute. Et ça aussi, je me dis, bon, c'est bien. Ça veut dire que le chemin se fait. Ouais, le chemin se fait. Je suis pas prête encore. Il y a encore beaucoup de travail. Non, mais on dit souvent que c'est aussi des éléments de langage. Et puis, ce qui se passe, et ça, je le sais aussi, c'est que travailler avec les scientifiques chez nous transforme complètement l'approche initiale. Comme je disais, il y a une part de technique qui est très forte chez vous, une part artistique, évidemment, mais toute cette démarche-là scientifique et donc ce vocabulaire aussi scientifique sur des sujets scientifiques qui sont très variés. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y a l'urbanisme, il y a l'environnement, il y a la sociologie, il y a beaucoup de sciences en fait qui sont concernées et qui ont son propre vocabulaire, ses propres éléments de langage. Et donc vous, quand vous travaillez sur ces sujets, bien vous adoptez un petit peu de tous ces éléments de langage. Donc vous progressez en fait. Il faut du temps. Oui, parce que là on nous a demandé comment un cas spécifique peut faire cas d'école. Voilà. Ça, moi j'étais super à l'aise avec ça. Parce que c'est ce qu'on fait. C'est précisément ce que vous faites depuis maintenant. Voilà. Quelques temps, oui, bien sûr, bien sûr. Alors qu'avant, tu n'aurais pas forcément été aussi confortable avec cette notion-là. Non. Bien sûr, voilà. Mais c'est l'objectif. Hein. Et je pense que là, c'est très intéressant ce que tu me dis, parce que tu vois, j'avais pas, moi, ce retour-là aussi frais. Donc, tu vois, comme quoi on a raison de s'interviewer régulièrement. Parce que maintenant, je suis vraiment contente de l'entendre et de voir que ça a encore avancé. Et ce n'est que le début, à mon avis. Hein. Chez Concepto. Donc un impact sur les projets, un impact sur la notoriété de l'agence, un impact sur les équipes. Tu le ressens. Bon, je sais que chez vous, il n'y a jamais eu un gros turnover, donc le sujet se pose peut-être pas à ce niveau-là. Vous, les gens, quand ils viennent. Alors, il y a l'avant et l'après Covid quand même. Ah oui, bon, ça d'accord. Oui. Non, mais ce phénomène, il a impacté toutes les entreprises. Il y a pas mal de gens qui se sont dit, après avoir vécu ça, 1 ou 2 ans ou 3 ans après, de dire finalement je vais me centrer sur ce que j'ai envie, sur mes valeurs, sur ce que j'ai envie de développer. Voilà. Donc on a eu quand même des personnes qui sont parties de l'agence. Après voilà, je sens quand même qu'il faut être attentif et captif, attractif plutôt, pas captif, oui. Attractif. Voilà, parce que c'est une nouvelle donne pour quelqu'un qui fait un parcours dans une entreprise. Alors ça dépend de l'âge de la personne, mais c'est vrai que les 20-30 ans, ils ont besoin toujours d'être stimulés, d'avoir des choses nouvelles, d'avoir des challenges, parce que sinon, j'ai l'impression qu'ils s'ennuient et qu'ils partent, quoi. C'est intéressant. Donc du coup, bon, c'est un peu aussi la course. Enfin, j'ai cette pression, en fait. Oui, de toute façon, là, tous, je pense qu'on sent bien que l'environnement change, les demandes ne sont pas les mêmes. Nous, de toute façon, on en parle, hein, les fameuses générations X, millennials, je les connais pas toutes, mais bon, on est tous confrontés un peu à cette pression, je dirais, de ne plus apporter la même chose que nos aînés à nos recrues et futurs recrues. Donc, de toute façon, je pense que ça va pas aller en s'arrangeant et que ça va changer encore plus vite et beaucoup plus régulièrement. Mais d'où l'intérêt, enfin, c'est peut-être aussi l'intérêt de donner du sens et d'aller sur des sujets sociétaux.
c'est de donner aussi à tes collaborateurs l'opportunité de s'engager pour quelque chose. Parce que comme tu le disais très justement tout à l'heure, le but du jeu, c'est pas d'innover sur tout et n'importe quoi, c'est de choisir ses valeurs, de choisir ses combats, mais par contre là-dessus, d'aller creuser toujours un peu plus loin dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut imaginer. Et aussi en fonction, je suppose, du projet qui vous est proposé et de l'ambition du maître d'ouvrage qui va vous laisser plus ou moins de marge de manœuvre. Oui, puis après, les tâches qu'on faisait à travers nos études vont changer. En fait, il faut, avec l'intelligence artificielle, il y a des compétences qui étaient incontournables, qui sont les études d'éclairagisme un petit peu technique. Tout ça risque d'être un peu modifié si il y a des intelligences artificielles qui nous permettent d'aller de plus en plus vite. Il faut quand même du coup, je pense que, par contre, ce contenu-là et cette recherche, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être remplacé. L'intelligence artificielle porte mal son nom. Hein. Elle ne fait que utiliser des données qu'elle a déjà. Voilà. Donc, tout ce que tu vas inventer, théoriquement... Exactement. Donc ça c'est un super... je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on communique aujourd'hui, oui. Oui, puis c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Oui, en fait. tout à fait. Parce que ça... Vous avez déjà commencé, d'ailleurs. Ouais. Oui. Depuis un moment. Non, mais c'est ça, effectivement, c'est d'aller encore plus loin dans ce qu'on peut inventer. Mais alors, si on pouvait dire... Enfin, si on pouvait décrire les sujets sur lesquels vous êtes vraiment en avance, sur lesquels vous voulez continuer à travailler, à être un peu plus en innovation que les autres, est-ce qu'on pourrait en définir quelques-uns aujourd'hui pour nos auditeurs? Oui, alors, en fait, le sujet de l'obscurité, on peut aller plus loin. Comment positiver l'obscurité, parce que la question se pose bien là. Si on éclaire moins, si on introduit l'obscurité en ville, ça peut poser un certain nombre de questions, en ville ou à la campagne. Je suis un petit peu bouleversée par une étude qu'on est en train de faire qui est géniale, sur la trame noire d'un grand territoire transfrontalier entre la France et la Belgique. C'est le Val de Sambre. Ah, bien sûr, oui. Et connu pour... Et ben voilà. Donc, serial killer. Exactement. Ah, oui. Et donc, du coup, voilà. Comment instaurer une trame noire sur ce territoire-là qui a été fortement marqué par un violeur en série qui a agi exclusivement que la nuit. Voilà. Donc ça, c'est des questions là où il y a vraiment beaucoup à mon avis, beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire cette espèce de tension entre l'obscurité de la nuit, la sécurité, le sentiment de sécurité, la sécurité réelle, tout ça vient se percuter. Et puis aussi, comment on peut positiver la nuit, parce que la nuit, l'obscurité, alors l'obscurité totale, on est dans le noir, bon là, ok, mais quand on sort la nuit et qu'il y a une lumière naturelle issue de la lune, des étoiles, on n'est pas dans le noir total, et pourquoi on a peur? Et voilà, tous ces mécanismes-là, il y a vraiment plein de choses à creuser, qui sont passionnantes et qui vont nous aider aussi, parce qu'on ne peut pas éclairer les villes comme en plein jour, c'est pas possible. Non seulement on ne peut pas, mais si j'ai bien compris, on ne doit pas. On ne doit pas, et en plus, c'est ressourçant aussi pour nous. En fait, la nuit, c'est le seul moment où on n'est pas le seul, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un moment où on est en contact direct avec tout le cosmos. En fait. On a une relation cosmique, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est sur la Terre et qu'il y a des étoiles autour. Et donc, il y a de la vie ailleurs et ça nous rend peut-être humbles. Enfin, voilà. En tout cas, cette confrontation au ciel étoilé avec les planètes et cet infini plus loin, plus large que notre propre planète, je pense que c'est bon pour l'humain. Donc, c'est des choses comme ça qu'il ne faut pas abîmer, en fait. On a tout ce travail, en fait, sur l'obscurité, sur la nuit, sur le plaisir d'être dehors la nuit pour des femmes. Il y a du chemin, tout ça. Voilà. Ça, c'est vraiment des sujets. Et du coup, ça nous amène aussi à un sujet sur lequel on travaille beaucoup en recherche et développement, qui est l'inclusivité, la question du genre, comment on peut travailler justement sur des
des lumières qui rassurent. Et voilà, on a fait pas mal de concertations. On se rend compte qu'effectivement, quand on sépare les hommes et les femmes et qu'on leur fait faire les mêmes exercices, on a des réponses qui sont très différentes et qui sont similaires à chaque fois. D'accord. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça encore à creuser. Et puis après, sur le réemploi, donc ça, c'est vraiment un autre domaine qui n'a pas de relation directe avec la lumière. Bien sûr. Parce que mais comment on peut réutiliser dans nos projets d'éclairage des éléments et comment on peut les faire de l'économie circulaire avec le matériel d'éclairage. Ça, c'est très important aussi pour diminuer l'impact carbone. Donc, c'est des choses qui n'ont pas de relation les unes aux autres, mais en tout cas, c'est des sujets qui nous animent. Et sur lesquels vous êtes reconnus et sur lesquels on sait que vous avez un peu d'avance de réflexion et donc que vous allez continuer de creuser. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais ça fait partie un peu de ce qui vous identifie en tant qu'agence. Ouais. Et c'est des sujets sur lesquels vous vous reconnaissez tous dans l'agence. Oui, tout à fait. Ça, c'est intéressant. Et quand vous recrutez aujourd'hui, vous tenez compte de ça je ne sais pas si tu recrutes beaucoup. Alors, en fait, le recrutement, c'est sous deux formes. Soit effectivement, on accueille des stagiaires tout le temps. On a eu, moi-même, j'ai été stagiaire à Concepto. Je suis passée par cette case-là. Et donc, on a cette volonté de transmettre ce qu'on sait et puis accueillir des jeunes. Alors, il y a vraiment des gens qui viennent du monde entier et il y a des gens qui viennent d'horizons différents. C'est toujours enrichissant pour l'agence. Et donc, soit, effectivement, on a un coup de cœur pour un ou une stagiaire et on les garde. Donc, le recrutement se fait de cette manière-là. C'est ça. Donc, du coup, c'est assez doux puisqu'ils apprennent à connaître vos valeurs alors qu'ils sont déjà à l'intérieur, quoi. Soit on a besoin de quelqu'un d'une façon rapide, tout d'un coup. Soit il y a tout d'un coup beaucoup de boulot qui arrive, on a besoin d'une personne supplémentaire. Ou alors, il y a une personne qui s'en va, il faut la remplacer. Et là, c'est presque le hasard, mais c'est toujours des beaux hasards. D'accord. Des cadeaux qui tombent du ciel. Et donc, du coup, je ne sais pas si j'ai une politique de recrutement. Je ne crois pas. Oui, voilà. Non, mais disons que ma question, c'était plutôt de savoir si finalement les valeurs qui sont les vôtres, vous les transmettez au moment de l'embauche. Mais si je comprends bien, soit ça se fait un peu naturellement, soit parce que la personne est stagiaire, donc elle apprend à comprendre, à connaître. Et donc, si elle n'adhère pas, elle ne restera tout simplement pas, puisque le coup de cœur ne va pas se faire. Et puis, quand c'est un peu rapide, urgent, ça peut-être à un moment donné remplacer une problématique technique, mais s'il n'y a pas d'adhésion, après, si je comprends bien, c'est assez rare finalement, et les choses, c'est plutôt beau. Est-ce que tu penses que vous allez vous transformer profondément avec le temps? Est-ce que tu serais capable de me dire comment tu vois Concepto à 5 ans? À 10 ans peut-être? C'est tellement difficile aujourd'hui de se projeter. Non, c'est difficile. On commence par 5 ans. J'ai cette intuition. En fait, je me pose cette question depuis pas mal d'années. Est-ce qu'il faut créer des méga agences plus grosses qui travaillent dans le monde entier donc ça veut dire, est-ce qu'il faut devenir une beaucoup plus grosse agence ou est-ce que... Et en fait, là, je suis en train de me dire que non. Et qu'il faut plutôt aller trouver des compétences ailleurs et collaborer avec des gens qui sont plus précis. Par exemple, sur la question de la trame noire, on a besoin de travailler avec des écologues. Parce que c'est eux qui comprennent, qui analysent toute la partie vivante, biodiversité. Et donc, du coup, est-ce qu'il fallait intégrer un écologue dans notre agence, ou est-ce qu'il vaut... J'ai l'impression qu'il vaut mieux collaborer pour l'instant. Je suis plutôt dans cette... Donc pour l'instant, si tu te projettes, finalement, tu vois pas une différence profonde avec ce que tu vis aujourd'hui? Je sais pas. Les formes d'agence, de fonctionnement d'agence, plutôt, c'est en général, je sais pas. Si je te dis, parle-moi de Concepto en 5 ans, si tu y arrives, c'est pas une obligation, mais parfois ça peut être très compliqué. Tout à l'heure, tu parlais d'intelligence artificielle. On parle de beaucoup de choses, donc peut-être que tu n'y vois pas clair et tu as le droit. Mais si tu y voyais clair, qu'est-ce que tu verrais, si je puis dire, pour un concepteur lumière? Ah oui.
Non, je suis pas sûre d'y voir très clair. C'est peut-être l'obscurité. Disons que les choses vont vite. Ouais, non. Moi, ce que j'aimerais, en fait, à l'avenir, peut-être, c'est qu'il faut qu'on travaille sur la nécessité d'appeler des concepteurs lumière dans les projets d'architecture, d'aménagement urbain. Oui, parce que c'est pas systématique encore aujourd'hui. C'est pas systématique. Donc, on a besoin de ça. Donc, il faut qu'on se bouge aussi, nous, pour proposer des choses, justement, qui soient différentes, qui soient innovantes, qui apportent un contenu ou qui apportent une esthétique particulière. Je dirais aussi que peut-être qu'il faudrait, j'ai pas trouvé les bons mots, trouver une façon de devenir attractif par nos propositions, mais que ça devienne un peu comme une marque, comme une marque de fabrique, quelque chose. Oui, je vois. Oui. De toute façon, si tu veux, cette envie souvent d'être pas forcément très gros, mais d'avoir beaucoup d'impact, c'est aussi très très important. Et je sais plus comment on appelle ça, mais il y a un courant américain sur ce sujet. Donc les small giants, je crois, ou un truc comme ça. Bon, voilà, c'est des petites entreprises, mais qui finalement ont l'ambition d'avoir un impact important dans l'écosystème dans lequel elles évoluent. Et ça devient et ça redevient, je pense, vraiment très. Oui, c'est pour ça que ça, c'est une discussion que je voulais avoir. C'est la notion de société de mission, moi, m'intéresse. Ah oui, entreprise à mission. Entreprise à mission m'intéresse. C'est quelque chose qui me parle, même si je ne sais pas exactement ce que c'est. On en reparlera. On en reparlera, mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Très bien, très bien. On se repositionnera là-dessus tranquillement, mais je comprends l'idée. Il faut voir si c'est ça qui correspond, mais je vois bien. C'est-à-dire vraiment plutôt se positionner avec un impact fort, plus qu'avec finalement une taille critique et puis de manger tous les projets, mais plutôt vraiment sur ceux sur lesquels vous êtes, faire une différence puissante. Je vois bien. D'accord, mais écoute, ça te ressemble. En tout cas, ça vous ressemble, donc ça me va bien. Écoute, je pense que pour nos auditeurs, on a fait le tour de cette question et je te remercie vivement d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci pour ce moment à la fois poétique, scientifique, artistique et philosophique et même un peu spirituel, puisque on a compris que la nuit c'était quand même un moment particulier. Et c'est vrai, tu as raison, je suis contente que tu l'aies dit. Donc merci d'avoir écouté les récits de l'innovation sociale, qui est le podcast d'Ether. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, il est disponible sur toutes les plateformes et évidemment d'autres épisodes suivront. Merci encore, Sarah. Merci.